Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universaliste pour les tops des jeux vidéo de 2024. Exceptionnellement, je ne vais pas avoir 2 mais 3 points à préciser. Le premier, tout neuf, c'est que cette année encore, je n'ai pas réussi à dégoter 20 bons jeux pour le top. Notamment à cause d'un titre de l'année dernière qui m'a accaparé trop longtemps. Littéralement, les 19 titres du top, c'est des jeux que j'ai testés à partir de juin. Du coup, je vais en reparler avant le top. Et ensuite, les 2 points habituels, je ne teste pas les jeux sortis uniquement dans l'année, mais les softs que j'ai personnellement découverts en 2024. Et ensuite, tous mes tops et mes flops sont subjectifs, même si j'essaie toujours d'argumenter. Donc vous êtes libre de ne pas être d'accord. Changement de vêtements. Alors, avant de commencer, je tenais à vous reparler du jeu qui m'a un peu tenu la jambe jusqu'en mai. C'était un coup de cœur de l'année dernière, je l'avais mis en 2e place, mais j'avais commencé à y jouer en novembre, et quand est arrivée la fin de l'année, j'avais pas tout testé quoi. Je me voyais mal le remettre dans le top 2024, vu qu'il était déjà en celui de 2023, mais j'avais quand même d'autres trucs à dire dessus. Vous vous en doutez, il s'agissait donc de Mount & Blade 2. J'ai continué à explorer le système, de mon seigneur qui voulait conquérir tout le continent. J'ai réussi à pacifier toute la map après 45 ans in-game, ce qui fait que mon perso d'origine est mort de vieillesse, et c'est sa fille qui a dû prendre la suite. J'avais décidé de créer mon propre royaume, erreur monumentale quand tu n'as qu'un seul fief, car immédiatement tous les autres vont successivement te déclarer la guerre. Alors tu peux toujours demander la paix, mais en fonction de l'équilibre des forces, tu vas devoir payer des tribus. Et le fric, ça a été un peu l'arlésienne de ma partie. Heureusement, quand tu es roi, tu débloques le système des dettes. Alors, ce qui fait que tu peux plus acheter quoi que ce soit au marchand, parce que ton compte en banque est dans le négatif, mais tes soldats vont plus se barrer parce qu'ils sont pas payés. Sauf qu'à la fin du jeu, j'étais arrivé à environ 10 millions de dettes. Et c'est là que tu te rends compte de la partie politique du jeu, en fait. En gros, tu as un encart politique qui te permet de mettre en place certaines lois, et certaines sont hyper avantageuses, dont une que j'ai découvert, qui te donnait un petit pourcentage de taxes en plus, par village possédé. Sauf que quand je l'ai découvert, j'avais colonisé à peu près toute la map, donc... Du coup, l'intégralité de mes dettes ont fondu en 1 mois. Et quand j'ai achevé ma conquête, j'avais plus de 10 millions de deniers dans les poches. La richesse. Pour en revenir aux guerres, je me suis rendu compte que j'étais super fort pour résister au siège. Genre, avec 300 soldats, je pouvais te déglinguer une armée d'1 millier d'hommes. Sauf que, comme j'en avais marre de voir systématiquement les mêmes pays, malgré le fait que j'emprisonnais et que je revendais leurs nobles, malgré ça, ils continuaient à m'attaquer. Du coup, je me suis mis à exécuter les seigneurs. Car oui, vous pouvez exécuter les prisonniers, ce qui n'était pas possible dans le 1. Les Vlandes, je leur ai décanillé les 3/4 de leur clan comme ça. En une saison, ils ont perdu 3 rois à cause de moi. Bon, ok, le 3e, c'était pas ma faute, il est mort tout seul pendant un siège. Donc, au bout d'un moment, les Vlands ont fini par demander la paix, sauf que cette fois, c'est eux qui payaient le tribut. Ça tombait bien parce qu'à ce moment, c'est les Khuzaites qui venaient de me déclarer la guerre. Le système des clans est quand même vachement bien pensé, puisque tu peux faire d'un de tes compagnons un seigneur. Bon, faut lui donner un fief, 20 000 deniers, et ça te coûte à peu près 500 points d'influence. Donc t'as un petit peu intérêt à ce que ça vaille le coup, mais en contrepartie, il va se mettre à patrouiller tout seul sur la map, et il va rassembler ses propres troupes. Donc, quand toi tu sonnes le corps pour rassembler toute l'armée, ça te fait des troupes en plus. Genre à la fin du jeu, j'avais à peu près 1600 hommes sous mes ordres. Pas mal. Sinon, j'aurais quand même des reproches à faire au niveau de tout ce qui est diplomatie et dialogue. Parce qu'en dehors de quelques points assez basiques, les conversations sont quand même vachement limitées. Pour augmenter ta relation avec un seigneur, à part faire des quêtes annexes pour lui, t'as pas d'autres possibilités. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Et tu peux pas aller voir un seigneur neutre et blablater avec lui dans l'espoir de bien t'entendre avec. Tu peux pas contacter d'autres personnes à distance. Instaurer un système de messagers, genre t'envoies un compagnon porter des propositions à tel ou tel seigneur, ça pourrait être intéressant comme truc. J'aurais aimé qu'on puisse faire des propositions de paix sans tribut aussi. Parce que, pour revenir aux Vlandes, ça a été la raison pour laquelle j'ai commencé à exécuter les seigneurs. J'avais capturé leur roi, j'ai été le voir pour lui dire « Écoute mec, faisons la paix », et le mec me répond « Ah non, mais sans l'aval de mon conseil, je peux pas déclarer la paix ». Fous-toi de ma gueule! Même quand mon conseil est à 100% contre, j'ai aucun problème à déclarer la paix ou à la guerre! Ou alors, les demandes en mariage. Alors, peut-être que j'ai pas cherché plus que ça, mais la seule fois où j'ai pu me marier, ça a été en allant voir un roi pour lequel je bossais,
et pour lui demander s'il avait pas quelqu'un à épouser dans son royaume. Alors avec les descendants, j'ai plus tard essayé de voir avec des membres de clan si ils voulaient pas se marier avec moi, il y avait aucune option de dialogue possible. Donc, assez problématique. Et je trouve le final malheureusement assez répétitif. Pour vous brosser le portrait, il restait plus que 3 royaumes actifs. Le mien, les Aserai et les Kuzaït. Et tout le monde te déclare la guerre en boucle. Je crois que c'était toutes les 15-20 minutes, t'en avais un qui ressortait les armes. Alors que chaque fois qu'ils le faisaient, je leur décanignais leur armée et je leur prenais plein de fiefs. Donc littéralement, c'était pas une bonne chose à faire pour eux. Sauf que là, tu peux quand même demander la paix, mais même s'il leur reste plus qu'un seul fief, et que leur armée est complètement en miettes, ce sera à toi de payer un tribut. Parce que c'est toi qui demandes la paix. Et niveau gameplay, le endgame, il y a plus beaucoup de subtilité en fait. C'est vraiment capture de fief sur capture de fief, donc. Et quand on arrive là, des sièges, t'en as déjà fait beaucoup, donc ça devient assez répétitif. Mais en dehors de ces points, ça reste un excellent jeu, hein, je le redis, et j'ai passé plus de 120 heures dessus, que j'ai majoritairement kiffé. Donc encore une fois, si c'est pas déjà fait, je vous invite très fortement à tester Mount & Blade 2. Voilà, donc maintenant, les 6 mois sur ce jeu sont rentabilisés. On va donc pouvoir passer au vrai top des jeux de 2024. L'histoire nous fait incarner le jeune Ake, ou Aki, ou Ake, je sais pas comment ça se prononce en fait, dont on ne sait rien. Et on n'a pas beaucoup d'infos sur le personnage en vrai. Tout ce qu'on sait, c'est que le mec se fait tuer et se réveille dans une dimension parallèle, où une voix étrange lui confie un digipad à remonter le temps. Et sa tâche sera donc de survivre à cette journée, parce que son assassin a l'air sacrément décidé à lui faire mordre la poussière. Le concept, c'est un jeu d'aventure, hein, quasiment un point and click. J'ai même envie de dire que c'est presque un visual novel, tellement l'implication du joueur est minimale. C'est extrêmement dirigiste par moment, le point original étant que le temps s'écoule en continu, pour vous indiquer la date et l'heure précise. Et en intégrant le fait que chaque action, chaque discussion, va avoir un impact sur le chrono. Par exemple, parler à un passant, ça vous coûte 30 secondes. Alors, à certains endroits, vous aurez la possibilité d'utiliser le digipad, qui vous renverra alors dans une époque passée. Alors au début, c'est juste 1 heure en arrière, et après, ça peut aller beaucoup plus loin, genre plusieurs siècles. Sauf que vous vous rendez alors compte que le chrono du présent ne s'est pas arrêté, et il continue à s'écouler simultanément avec le chrono du passé. D'un point de vue technique, je vous cache pas que le jeu est un peu chiant. Même si vous n'êtes pas fan d'action et de bagarre, le rythme est très mou et pas particulièrement extraordinaire. Sans parler des énigmes qui sont tellement simples qu'un gamin de 6 ans n'aurait aucune peine à la résoudre. En fait, la seule raison qui m'a poussé à continuer, c'est le scénario. Parce que le mystère est quand même présent. Et mine de rien, j'avais quand même envie de comprendre les tenants et les aboutissants de l'histoire. Et encore, parce que c'est vrai que t'as des moments où tu dis, ouais bon, c'est quand même vachement facile, hein. Genre, le mec qui a compris que l'assassin l'a eu en se planquant derrière un arbre. Ok, donc il a remonté le temps jusqu'au XVIe siècle, et il va empêcher le jardinier de planter un arbre à cet endroit. Ouais, il y avait peut-être mieux à faire quand même. Non, parce qu'à la base, le jardinier construit une statue, qui pourrait tout autant servir de cachette au tueur, mais là non. Ah oui, autre élément de gameplay, à quelques reprises, vous êtes amené à faire des choix, et franchement, si ces choix ont le moindre impact, c'est clairement pas visible. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de fins à débloquer, ce qui implique de finir le jeu au moins 6 fois, en suivant différentes actions pour réussir à toutes les obtenir. Alors certes, le jeu est assez court, mais l'absence de vrai gameplay encourage pas des masses à recommencer. Et c'est ça que je trouve dommage en fait. Parce que si jamais on en faisait un remake, il suffirait d'une toute petite pointe d'interactivité en plus, et on aurait un excellent jeu. Bon maintenant pour le délire des va-et-vient temporels, je vous le conseille quand même. Ce sera pas les montagnes russes du fun niveau jouabilité, mais si votre kiff, ce sont les récits, et je pense que ça peut vous plaire. Je suis persuadé que les développeurs étaient ultra fiers d'avoir Bruce Willis dans leur jeu. Parce que le mec est vraiment mis en avant façon ultra rockstar quasi invulnérable. Le concept du jeu, je pense que c'est l'un des beat'em all les plus balèques que je connaisse. Littéralement, les 4 boutons là, ce triangle, cercle, X, carré, ils te servent tous à tirer. Là je tire vers l'avant, là je tire vers la droite, là je tire vers l'arrière, là je tire vers la gauche.
Voilà, vous avez compris le délire. Parce que tu as des vagues d'ennemis divers et variés qui vont t'envahir façon tsunami. Pas grave, le jeu t'incite à bourriner comme un teubé, cherche pas de logique. Il y a un système d'amélioration d'armes, intéressant puisque ta mitraillette de base, qui est les munitions infinies et suffit amplement à foutre un tank par terre, peut en plus incorporer des power-ups sur ta route, qui vont te donner un fusil laser, un lance-missile, un fusil éclair. Tu peux également lancer des grenades qui font des ondes de choc autour de toi. On a aussi un petit côté plateforme, très petit, faut pas déconner non plus. Mais oui, ton perso peut sauter d'un endroit à un autre. Il peut s'accroupir, faire des roulades pour éviter les pièges. Voilà, même si la plupart des obstacles, vous vous contentez de tirer dessus, ça suffira amplement. Et le scénario est un nanar complet. Genre, on commence dans un monde où la religion a pris tout pouvoir sur la science, ok, et où le grand méchant, le révérend, a ressuscité 4 cadavres pour en faire les cavaliers de l'apocalypse, et ainsi engendrer la fin du monde. Il ne tient donc qu'au physicien Bruce Willis de rétablir la vérité. Ouais, ça sent le jeu qui a été fait pour être un délire complet de A à Z, On cherche pas la cohérence, on veut juste un prétexte bidon pour tirer sur des trucs. Eh ben vous avez trouvé. À mon sens, c'est assez défoulant, mais je trouve que le concept devient assez vite lassant. Vous avez un certain nombre de vies et beaucoup de checkpoints, ce qui est appréciable. On peut profiter de la VF de l'époque de Bruce Willis, même si ça peut vite devenir saoulant de l'entendre répéter certaines répliques en boucle. Genre, quand tu récupères un pack de santé, il va lâcher « I feel good !» La première fois, c'est marrant. Au bout de la 30e en moins d'une heure, t'as juste envie de lui dire « ta gueule !» Donc, en soi, si vous aimez le concept du shoot 'em up à l'ancienne, je pense que ça peut intéresser. Perso, je trouve que c'est sympa, mais quand même à petite dose. Petit jeu indé, qui va pas vous occuper très longtemps, disons-le tout de suite. Si vous mettez 1 heure à le finir, grand max, ça ira pas plus loin. Le principe du jeu est de vous imposer des dilemmes, dont le tout premier est très célèbre dilemme du tramway. Le tramway va écraser une personne sur les rails, vous pouvez dévier sa course, mais ça tuera 5 autres personnes. Et du coup, est-ce que vous allez le faire? Le gameplay, évidemment, ne va pas extrêmement loin, vous allez juste devoir appuyer sur des interrupteurs pour faire des choix qui seront biaisés 99% du temps, évidemment. La plupart des gens vont imaginer, je pourrais faire autrement, je pourrais utiliser telle solution, ou alors ont besoin de plus d'infos pour se décider. Ce à quoi vous n'aurez pas le droit, parce que c'est le principe. Vous n'avez droit qu'à des choix binaires. Et systématiquement, tu te dis, mais dans la vie réelle, j'aurais pas fait ça. Ça reprend énormément de vrais dilemmes qui ont été inventés depuis la nuit des temps. À un moment, ça reprend même la caverne de Platon. Mais le tout est adapté dans un petit scénario, comme si chacun de vos choix amenait son lot de conséquences. Alors, il faudrait que je le retente en essayant les choix inverses, mais je pense pas qu'avoir un avis différent aurait beaucoup d'impact. Après, peut-être que je me trompe. Bref, c'est un bon petit jeu qui peut vous occuper et vous faire un peu cogiter sur à quel point les pensées binaires sont mauvaises, en vous mettant un peu mal à l'aise avec certains choix, bien sûr. Maintenant, est-ce qu'il mérite son prix de 10 €? Pas trop. À la limite, faites comme moi, attendez qu'il soit en solde à 3 €, et là, ok, ça peut valoir le coup. C'est très particulier comme jeu. J'avoue que je l'avais acheté un peu sans trop savoir ce que c'était, et j'avais entendu des bons retours dessus. Mais quand j'ai lancé, j'étais le noob total, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Alors, comment décrire le phénomène? En gros, nous sommes présentés à un enchaînement de séquences filmées. Je sais pas si on peut considérer ça comme du FMV, mais c'est uniquement des scènes live avec de vrais acteurs, et vous avez la possibilité de contrôler les séquences. Vous allez en avant, en arrière, il y a le ralenti, l'accéléré, et de temps en temps, vous pouvez utiliser l'outil de l'œil afin de checker un élément de la vidéo qui a attiré votre attention. Et ce faisant, ça débloque un autre extrait. Un extrait de quoi? Eh bien, de la vie d'une actrice, certains des tournages et des répétitions qu'elle a pu faire, et je vous cache pas que je me suis pris au jeu. J'ai lancé le titre, je comprenais pas du tout où ça menait, je regardais juste différentes séquences en cliquant une fois de temps à autre, et je me suis rendu compte que j'avais passé plus d'1 heure dessus en fait. Donc potentiel de casu gaming assez addictif, on va pas se mentir. Après, le gameplay reste assez... Non, il est très limité. On est vraiment sur rechercher le petit élément sur lequel cliquer, ce qui est relativement simple, du moins au début.
Donc ça va pas vous demander énormément de skill pour le jouer, mais si vous espérez un peu de jouabilité ou de challenge, vous risquez d'être un peu déçu. Genre, t'as même pas à classer les différentes scènes en fonction de leur date, du film qu'elles concernent ou autre chose. Non, c'est fait automatiquement. Sauf que le véritable sel du jeu, c'est de retrouver des séquences cachées. Cachées au cœur même de différentes scènes. Alors, si pour les trouver, tu as quelques aides, notamment des sons particuliers qui se mettent à résonner, mais je vous cache pas que quand ça arrive, bah il vaut mieux savoir quoi faire. Je vous le dis tout de suite parce que c'est pas évident à deviner. En fait, il faudra passer ce moment de la séquence au ralenti, puis quand vous avez débloqué la scène, il faut la jouer à l'envers. C'est très particulier comme exercice. Et ça, vaut mieux le savoir d'avance. Parce que quand enfin je l'ai compris, j'avais déjà débloqué un tas de scènes et je me rappelais plus dans lesquelles j'avais entendu ce fameux son très particulier. Donc ça peut être assez chiant si vous le savez pas d'avance. Mais en dehors de ça, ça reste une bonne expérience à tenter. Alors, histoire d'éviter toute polémique, je tiens à préciser que je ne teste des jeux que pour leur côté fun. Donc, si vous vous sentez pas à l'aise avec certains titres, comme celui-là par exemple, je peux le comprendre. Maintenant, n'allez pas non plus insinuer que les gens qui jouent à ce genre de jeu sont forcément des tarés dans leur tête. Parce que je peux vous garantir que des jeux véritablement malsains, j'en ai vu passer et celui-là est très loin d'en faire partie. Là, on est sur un soft qui se veut foncièrement délirant. Bon, maintenant que les bails sont posés, que vaut Maniac? C'est un bon jeu. Le principe est que vous incarnez un psychopathe tout juste évadé de l'asile, et votre objectif est de faire le plus gros carnage dans la cité en éliminant tout ce qui passe à portée, en récupérant des armes et des véhicules, tandis que le niveau d'alerte augmente à mesure que vous déclenchez des catastrophes. Au début, c'est les flics qui vous courent après, ensuite c'est le FBI, puis l'armée. Alors après, je sais pas trop, mais vu que tu te retrouves avec des soucoupes volantes qui tirent des lasers, m'est avis qu'on a emmerdé les reptiliens Illuminati. Donc le but du jeu c'est de tenir 20 minutes, temps au bout duquel la ville est nucléarisée, histoire de se débarrasser de toi une bonne fois pour toutes. Sacrifier tous les êtres vivants pour se débarrasser d'une menace, ça a bien fait ses preuves dans Halo. Vous avez plusieurs personnages à incarner, genre un Père Noël bourré, une petite fille, un clown, un mec habillé en hot dog. Le jeu est juste un énorme défouloir. D'ailleurs, pour les références, je pourrais dire que le titre est un mix entre Vampire Survivor, pour le chrono de 20 minutes avant la fin inéluctable, et la progression de ton perso via des power-up, vu que sur la map vous allez régulièrement avoir un mec à aller voir, qui vous fera choisir entre plusieurs améliorations. Et une fois la session terminée, que vous ayez gagné ou perdu, vous pourrez dépenser l'argent accumulé dans des améliorations permanentes, dans le sens où ça booste les power-up que vous allez trouver in-game. Enfin, je crois parce que normalement, les personnages sont pas censés bénéficier des avantages des autres. Mais en même temps, t'avais des avantages que tu retrouvais chez certains, donc mais. Et l'autre inspiration, c'est évidemment les premiers GTA, avec la vue du dessus. Du coup, est-ce que le jeu est intéressant? C'est un bon défouloir, même si j'ai tendance à penser que on peut assez vite s'en lasser. Je vous cache pas qu'il m'est déjà arrivé de me mettre en pilote automatique pendant une session. Donc, je vous invite à le tenter, mais ne faites pas de trop longues sessions. Et vu que le jeu ne coûte que 5 €, checkez pendant 1 heure pour voir si ça vous plaît, et si c'est pas le cas, revendez-le. Ce jeu n'est pas à conseiller aux plus jeunes ou aux plus sensibles, car il s'agit d'un jeu de roulette russe au fusil à pompe. Le principe, c'est qu'en face de vous, il y a un donneur. À chaque tour, vous pouvez agir avec le fusil, où le jeu consiste soit à tirer sur le gars d'en face, soit à vous tirer dans votre propre tête. Le truc avec le fusil, c'est qu'il est chargé aléatoirement de vraies balles et de balles factices. Vous savez combien il y en a de chaque, mais rien de plus. Alors vous avez en tout 4 points de vie par partie, sauf erreur, donc logique, il faudra réussir à dégommer le mec d'en face avant de clamser. Le jeu se déroule en 3 manches, la deuxième met en place les items, des objets que vous allez pouvoir utiliser à votre avantage, genre le couteau va scier le canon du fusil et donc va doubler les dégâts, la loupe permet de voir quelle balle est sur le point d'être tirée, les clubs vous redonnent un point de santé, etc. etc. C'est un jeu qui est vraiment très court, mais assez prenant. J'avoue que j'ai lancé sans être trop convaincu, et j'ai été vraiment embarqué dans le délire. C'est à vraiment stresser à l'idée de potentiellement me prendre une balle dans la tête, quoi. Faut bien garder en mémoire combien il y a de vraies et de fausses balles pour pas se planter. Bref, si vous voulez vous occuper pendant une petite demi-heure, je pense que le jeu fait le taf. D'ailleurs, une fois le donneur vaincu, vous avez la possibilité de doubler ou de quitter.
c'est-à-dire de recommencer une partie, mais en doublant les gains obtenus, ce qui vous permet d'accéder à des parties avec plus d'items. J'avoue que c'est un point que j'ai pas trop testé, parce qu'apparemment c'est plus un truc pour comparer ton score avec le reste du monde, donc pas vraiment le genre de choses qui me botte quoi. Maintenant, si c'est votre kiff, eh bah tentez. Et ben ma foi, c'est plutôt un bon petit jeu de plateforme qu'on a là. On contrôle Jack O'Lantern, envoyé par le diable pour éliminer un puissant sorcier, et ainsi garantir la suprématie obscure du malin sur le monde. Et nous avons alors affaire... un jeu à l'ancienne en fait. On va suivre des niveaux relativement linéaires mais bien fichus, avec des sessions ni trop dures ni trop simples. Si éventuellement il y a un petit peu à redire sur la précision des sauts, mais ça ne m'est arrivé qu'à de très rares moments au cours de la partie. Donc globalement, cet aspect est quand même très bien foutu. Le personnage possède un corbeau, qui peut servir d'attaque à distance, et qu'il faudra attendre quelques secondes avant de renvoyer au turbin. Le reste du temps, vous allez devoir vous friter au corps à corps, et ce qui est encore majoritairement bien fait, mais ça devient quand même sacrément bordélique à partir du moment où t'as un certain nombre d'ennemis qui viennent tous te pilonner le cul en même temps. Bon, par contre, l'esquive est très large niveau efficacité, donc ça c'est cool. Le design global est vraiment très cartoonesque, qui respecte complètement le délire. On a quelques séquences de gameplay qui viennent varier le tout, quelques énigmes, même si elles sont globalement assez faciles. Le jeu bénéficie d'une VF, avec Benzaï comme narrateur, donc si vous êtes fan du Gus, ça peut être une raison de plus. Mais perso, autant j'ai rien contre Benzaï, autant les cinématiques interniveaux, où ils se contentent juste de redire ce que vous avez fait, c'est ni très intéressant, ni très utile en fait. J'aurais préféré un doublage directement des personnages, plutôt qu'une narration comme ça. Après, j'ai pas été hyper charmé par le jeu non plus. C'est un très bon soft, je dis pas le contraire. Mais j'admets que j'ai pas eu cette petite étincelle qui lui permettra de faire sa place dans mon cœur. En même temps, pour battre Hat in Time, va falloir y aller. Néanmoins, ça reste un excellent titre, donc si c'est votre cam, eh ben n'hésitez pas. Nous incarnons ici Gerda Larsen, jeune femme germano-danoise en pleine occupation du Danemark, dont le mari est capturé par la Gestapo. Elle va donc devoir se débrouiller pour réussir éventuellement à le faire libérer. En termes de technique, je pense qu'on peut facilement assimiler le visuel à des graphismes PS1. C'est bien animé, c'est très fluide, c'est un style qui, à mon sens, est volontairement vieilli pour donner un côté ancien, et en même temps ça lui permet d'être joué sur n'importe quelle machine. Mais c'est vrai que si vous cherchez des bombes visuelles, forcément ça va pas vous plaire. Pour le gameplay, le jeu fonctionne sur un principe de jet de dés. Parfois vous allez avoir des tests aléatoires, avec plus ou moins de chances de réussite en fonction de votre énergie mentale dans un domaine, de vos relations avec un groupe ou un personnage, ou juste de votre possession d'un objet dans votre inventaire. Et en plus, il y a un système de points. Votre personnage va devoir gérer ses relations, non seulement avec les différents PNJ que vous allez croiser, mais aussi avec des groupes. Les Allemands, les Danois, l'occupation, la résistance, et en fonction des choix que vous allez faire, choix de dialogue ou d'action, ça peut vous amener à suivre certains embranchements plutôt que d'autres. J'aurais un reproche au sujet de l'énergie mentale. En gros, vous avez 3 de ces énergies, que sont la compassion, l'intuition et la perspicacité. Parce que vous pouvez sacrifier un point de l'un ou de l'autre, pour vous faciliter une situation, pour éviter un jet de dés, bref, c'est utile. Sauf que les points, vous les gagnez pas pendant la partie, mais entre 2 niveaux, on va dire. En gros, vous avez un carnet qui apparaît avec le résumé des événements, et vous devez choisir un petit texte parmi les 3 proposés. Évidemment, ce n'est pas indiqué lequel donne quoi, il faut le déterminer en fonction de ce qui est écrit. Malheureusement, c'est pas toujours clair. Le nombre de fois où je me disais, il me faut de la perspicacité, c'est forcément ce texte-là. Bravo, vous avez gagné 1 point en compassion. Mais bordel! Sinon, le jeu se termine en à peu près 5-6 heures, et il bénéficie de plusieurs fins, que j'ai pas testé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs niveaux auxquels je n'ai pas eu accès. Parce que fallait faire des choix. Donc, si vous aimez le délire, je vous invite à découvrir Gerda Flame in Winter, parce que c'était très cool. Par contre, n'allez pas vous dire que vous allez jouer à un jeu ultra rythmé. Pas du tout. C'est même assez lent, parce qu'on garde un rythme de jeu d'enquête. Mais, c'est très bien quand même. Alors là, c'est un peu particulier dans le sens où We Were Here est un jeu
exclusivement de coopération, qui ne se joue qu'à deux, et il s'agit d'une sorte d'escape game. En gros, un joueur a le rôle du bibliothécaire, et il se trouve dans un lieu qui recèle un certain nombre d'indices aux énigmes que le second joueur, l'explorateur, va devoir affronter. Et c'est ce qui fait toute la simplicité et la difficulté du jeu, puisque ce sont des énigmes relativement faciles. Vous les auriez dans un jeu solo, et vous poserez zéro souci. Le truc, c'est que c'est pas toujours évident de décrire à un autre ce que vous voyez et ce qu'il doit faire. Et il n'est pas impossible que vous perdiez à plusieurs reprises à cause de ça. Donc, ça oblige énormément à parler, histoire de pas se précipiter et faire une connerie mortelle. Et globalement, le titre peut être fini en 2 heures grand max. À moins que vous vous plantiez méchamment. Ce qui nous est arrivé, on va pas se mentir. Maintenant, c'est un peu le contre-coup. C'est que, d'une part, le soft se joue obligatoirement à 2. Donc si vous n'avez pas d'amis avec qui tester, vous pourrez toujours trouver quelqu'un sur le serveur, mais bon courage pour trouver quelqu'un qui coopère et qui parle français. Et ensuite, niveau rejouabilité, c'est assez bof. Littéralement, une fois que vous avez fini le jeu, vous avez plus trop de raison de recommencer, même en changeant de rôle. Je vous avoue que l'essence première du fun, elle est plus trop là quoi. Mais vu que c'est un jeu gratuit, c'est une bonne petite expérience. Donc si vous avez des potes avec qui tester, ça peut vous plaire. Et peut-être que ça vous incitera à découvrir le reste de la série, parce que oui, il y a eu des suites. Sinking City vous fait incarner un détective privé dans les années 1920, il me semble. Le bonhomme souffrant de cauchemars et d'hallucinations, il a suivi une piste jusqu'à Oakmont City, afin de découvrir un remède à sa situation. Alors, le jeu est là pour vous amuser, bien sûr, mais aussi pour faire travailler vos petites cellules grises. Donc autant vous dire qu'il y en a beaucoup qui vont pas l'apprécier. Clairement, le jeu vous incite à bien réfléchir, et même s'il vous aiguille quand même pas mal, il y a de très bonnes idées ajoutées. Comme par exemple le système des archives, pour trouver des infos supplémentaires. J'aurais préféré un système un poil plus libre, histoire de pouvoir rechercher plus facilement les infos. Je te cache pas que des fois tu vas mixer 3 catégories qui ont l'air parfaitement logiques, et non, ça marche pas. Ce qui est quand même un peu énervant, on va pas se mentir. Ou même tout connement, ce qui aurait pu être bien, ça aurait été qu'à force de fouiner dans certaines archives, tu puisses dégoter d'autres affaires. Mais bon, ça... Un des plus gros obstacles à la progression, c'est pour vous repérer dans la ville. Vous n'aurez droit à aucune minimap pour vous indiquer automatiquement où aller. Vous n'avez pas de GPS. Le jeu va vous donner des indications, genre, par exemple, cet endroit se trouve dans tel quartier, à l'angle de telle et telle rue. Donc ce sera à vous de checker votre carte et de piger où vous devez aller. Et pour ça, je trouve que le système des points de repère qui a été mis en place, c'est probablement un des meilleurs que je connaisse, tout open world confondu. T'en as tout un tas, certains qui peuvent être permanents, certains qui sont liés à des quêtes, c'est la première fois que je prends autant de plaisir sur un open world à chercher des endroits précis. Arrêtez de nous coller des indicateurs automatiques, laissez-nous découvrir et fouiller par pitié. Petit regret quand même, il est impossible de sprinter. Ouais, votre perso ne peut que trottiner. Ce qui est d'autant plus pénible avec les très nombreux allers-retours que vous allez devoir faire. Alors heureusement, il y a quelques points de téléportation, mais ils sont quand même assez éloignés les uns des autres. Malheureusement, il faut avouer que pas mal de lieux dans la ville sont des copier-coller. Genre les usines ou certains appartements. Et là, il y a une question qui pop dans ta tête. Si vous vouliez pas faire original pour chaque lieu, pourquoi vous vous emmerdez à faire une ville aussi grande? Attardons-nous maintenant sur les combats. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de me barrer à toute berzingue parce que les monstres étaient trop nombreux ou costauds? Oui! Et ça aussi c'est un truc à saluer. Parce que le jeu avait réussi à vraiment me faire peur avec les ennemis. Parce que tes munitions sont limitées, parce qu'il va vraiment falloir vendre chèrement ta peau. Et là, je vais peut-être me mettre à dos certaines personnes. Mais je pense pas que le genre du survival horror se marie très bien avec l'open world. Parce que à force d'avoir 50 allers-retours, une composante RPG qui t'améliore au fur et à mesure et tout, le stress et la peur, ils se diluent au fil du temps. Quand au départ, je flippais ma race quand je tombais sur une abomination un peu mastoc, à l'approche du final, je pouvais en gérer 2 à la fois sans problème. Ce qui pour un jeu censé te foutre en stress, est assez dommage. Après, dans les conseils du jeu, j'ai vu passer « Les munitions sont rares, la fuite est souvent préférable ». Non. D'une part, quand tu vois à quel point certains endroits sont envahis de saloperies, t'es obligé de les dégommer. Si t'en butes pas un max, tu ne peux pas avancer. Et d'autre part, tu gagnes de l'XP en butant des abominations. Donc le jeu t'incite à dégommer du mob pour progresser. Ce qui est, désolé, mais pour moi c'est contradictoire. L'univers de Lovecraft, t'es pas censé être un bourrin qui bute des monstres à la pelle. Loin de là. J'ai suffisamment participé à du JDR Cthulhu pour vous l'affirmer.
Pour ce qui est de l'aspect détective, il y a à boire et à manger. Autant j'ai beaucoup aimé le système qui vous permet de recueillir des indices pour ensuite établir des déductions, avec le palais de la mémoire qui est... faut vraiment relier les indices entre eux, et en même temps, j'ai trouvé le délire vachement limité. En fin de compte, le jeu t'autorise pas vraiment à te tromper ou à établir d'autres hypothèses que celles qui étaient prévues. Ajoutez à ça quelques petits soucis assez pénibles, genre des indices un peu complexes à repérer, voire des scènes de déduction qui ne s'activent pas alors qu'elles le devraient. Vous possédez ceci dit un œil spirituel qui est censé vous aider à voir l'invisible. Sauf que les 3/4 du temps, ça ne sert qu'à détruire les illusions. Ça aurait pu t'aider à mieux repérer les indices, ou à envisager des hypothèses supplémentaires, quitte à ce que ça te grignote de la santé mentale au passage, mais je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus avec. Ah, j'ai aussi un regret au niveau des sauts. En fait, vous avez une touche pour grimper sur des plateformes un peu élevées, mais vous n'avez pas la possibilité de sauter. Et c'est vrai que c'est une compétence qui est pas hyper nécessaire. Mais quand, à de rares moments, vous pourriez littéralement enjamber un trou d'à peine 1 mètre de large pour atteindre votre objectif, et que le jeu vous dit « Non, va te faire foutre, trouve un autre chemin », comment vous dire que ça devient vite lourd. En dehors de tous ces problèmes, l'ambiance est très cool, le scénario est vraiment prenant, malgré le fait qu'il soit régulièrement entrecoupé par les allers-retours, mais dans l'ensemble, c'était une très bonne aventure. Alors ce jeu, il a la réputation d'être un Dark Souls, mais facile. C'est pas totalement faux, mais pas complètement vrai non plus. Si vous y allez les mains dans les poches avec l'espoir qu'il suffira de bourriner en mode God of War pour y arriver, laissez-moi vous dire que vous allez vous faire défoncer en boucle. Les attaques ennemies font du dégât. Vous risquez pas d'être tué en 2 coups, mais en 4-5 c'est possible. Il va donc falloir jouer de la parade et de l'esquive, histoire de pas vous faire vitrifier l'anus. Et pour anecdote, j'ai beau être un habitué du mode facile, en l'occurrence... j'ai joué en normal, histoire de relever un minimum le challenge. Le pitch, c'est que Hilda est à la recherche de l'escouade de son père, ou de son frère, j'avoue que je sais plus, qui n'a plus donné signe de vie après avoir relié une cité maudite par l'Astérigos. Et si vous me demandez ce qu'est l'Astérigos, je vous laisse le soin de le découvrir par vous-même. L'avantage de Hilda est qu'elle possède dès le début une panoplie d'armes, à savoir épée bouclier, double dague, marteau de guerre, bâton de magicien, lance et bracelet de kung-fu. Vous pourrez sélectionner 2 armes à la fois, chacune ayant une attaque principale et une attaque technique. Je regrette cependant qu'on ne puisse pas sélectionner au moins 2 duos d'armes. Du genre, vous vous baladez avec épée et marteau pour le bourrinage, et dès que vous souhaitez échanger, vous appuyez sur un autre slot de sauvegarde et vous obtenez dague et bâton, par exemple. Parce qu'en l'occurrence, chaque fois que vous voulez changer d'arme, vous devez mettre sur pause, aller dans le profil, sélectionner l'arme que vous voulez changer, sélectionner sa remplaçante, valider, et ensuite revenir au combat. Et c'est pas genre, t'es en plein fight, on va pas te simplifier la tâche pendant que tu fouilles dans ton sac. Primo, parce que ouvrir l'inventaire met le jeu en pause. Et ensuite, Hilda a toutes ses armes à dispo sous la main. Donc, quitte à rester en la logique, j'aurais aimé pouvoir faire des raccourcis de changement. Mais en même temps, c'est vrai que t'es incité à te spécialiser dès le début. Une fois que t'as trouvé le duo d'armes qui te convient le mieux, logiquement tu vas pas en changer. Et pour ce que j'en ai testé, de toute manière tu pourras pas maxer plus de 2 armes dans une partie. Le principe des attaques élémentaires est un peu décevant. En fait tu as le choix entre 4 pouvoirs sur tes lames, le vent, le feu, la glace et la foudre. Et mis à part quelques rares séquences pour faire avancer l'intrigue, j'ai pas eu la sensation que changer d'élément avait le moindre impact. Par exemple, affronter un mage de feu, par principe j'utilisais la glace. Mais j'aurais pu utiliser la foudre ou le vent, que à mon avis ça aurait pas changé énormément de choses. Pour l'amélioration du personnage, elle est en effet très simplifiée par rapport à un Souls, puisque vous n'avez que 3 compétences à améliorer, la force, l'endurance et l'ingéniosité. Ensuite, plus vous éliminez d'adversaires, plus vous gagnez d'expérience et de poussière d'étoiles. L'XP, sitôt que vous en avez suffisamment, ça vous fait automatiquement monter de niveau, et donc gagner des points de talent et d'attributs que vous redistribuez à votre guise. La poussière d'étoiles, quant à elle, elle vous servira de monnaie dans le jeu. Là où dans les Souls, votre XP et votre monnaie ne faisaient qu'un. Regret important, il n'y a ni carte ni minimap, et c'est assez gênant si on prend en compte qu'on peut facilement se paumer, vu que certains endroits sont assez labyrinthiques.
À mon sens, c'est même le principal point noir du soft. Et dernier souci, la hitbox. Parce qu'il y a des moments où votre avatar se prend du dégât, alors que visuellement il était censé être safe. Même si perso ça m'a pas posé de problème avant le boss final, qui lui vraiment ne vous laisse pas respirer, donc avec ce défaut en plus, ça fait un peu mal au cul. Mais si Asterigos emprunte beaucoup au squelette des Souls, il n'oublie pas d'être un RPG à part entière. Vous allez avoir beaucoup de quêtes secondaires, avec beaucoup de dialogues, beaucoup de textes à lire. Il va pas essayer de vous vendre un univers ultra cryptique. Hein. Pour ce qui est de l'histoire et de l'univers, c'est sympa. C'est pas le truc le plus over the top que j'ai jamais vu, hein, mais je trouve que c'est un bon petit enrobage. Il y a quelques clippings, pas vraiment dérangeants, mais c'est quand même à noter. Même si globalement, sur mon PC qui commence à se faire vieux, j'ai pas mis les graphismes en faible, et pourtant ça restait très stable au niveau performance. Peut-être parce qu'ils n'ont pas misé sur l'ultra réalisme. Sinon, le jeu est très coloré, avec un design pas cartoonesque, mais assez particulier. Je dirais qu'on est plus proche d'un Pixar que d'un cartoon, et l'héroïne est une poupée Barbie. Non, mais ça on va pas se mentir, hein, oui, elle est canon, oui, c'est son visage qui m'a interpellé en premier quand j'ai vu passer sur Steam, et c'est vrai que t'as du mal à associer un visage pareil à un Souls-like. Le jeu a, semble-t-il, plusieurs fins, en fonction de certains de vos choix et de vos actions. Il est possible que vous débloquiez quelques scènes variables sur le destin de certains personnages. Après, je suis pas sûr que j'aurai la volonté de refaire tout le jeu tout de suite. Hein. C'est un bon RPG, je dis pas, mais pas au point de me donner envie de tout recommencer depuis le début, là, maintenant. C'est rare que je joue à des Tower Defense, alors qu'en vrai, j'adore ça. Le pitch, y en a pas, en tout cas pas vraiment. Vous incarnez vous-même, je suppose, et vous allez devoir aider à nourrir Bella, une espèce d'entité démoniaque dévoreuse de sang. La particularité de ce jeu étant que, au-delà de placer différents pouvoirs pour éradiquer les monstruosités, ce sera également à vous de créer le chemin jusqu'à Bella. Le but étant d'éliminer les monstres pour que Bella boive leur sang. Si vous n'y parvenez pas et que le démon les dévore vifs, ça fera monter sa jauge d'impatience, qui une fois pleine déclenchera un game over. Et entre chaque run, Bella vous accordera des choix de cadeaux. Soit des cases de rail, hein, pour allonger le chemin des monstres, des cases de différentes armes pour martyriser les ennemis, ou quelques bonus plus larges. Genre, donner 5% de dégâts supplémentaires par case de rail, ralentir le rythme de sortie des monstres, et à 3 reprises, vous allez affronter un boss qui se révélera de plus en plus résistant à chaque apparition. Et évidemment, si Bella croque le boss, c'est game over direct. J'ai beaucoup apprécié le délire. C'est vraiment le genre de session qui va durer 10-15 minutes chacune, donc largement de quoi vous occuper un peu, sans pour autant vous coincer pendant des heures. Faut juste réfléchir un peu au positionnement des différentes cases, parce que vos armes ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Mais en dehors de ça, c'est vraiment pas compliqué à prendre en main, et en plus le jeu est à moins de 5 €, donc si ça correspond à ce que vous cherchez, bah faites-vous plaisir. Évidemment que j'allais me jeter dessus comme la misère sur le pauvre monde. J'ai déjà publié un test sauvage sur le premier opus où je me définissais comme un giga fan du genre, donc j'allais certainement pas passer à côté de celui-là. Anecdote, quand il est sorti, j'étais déjà sur 2 autres jeux en même temps, bah je les ai foutus en pause aussi sec, hein. Ah, il va falloir préciser un truc, ne vous attendez pas à un gameplay identique au premier épisode. Parce que même s'il y a des similarités, il y a aussi beaucoup de différences. La première, et non des moindres, c'est que vous n'êtes plus aussi proche de vos citoyens. Dans le 1, le temps s'écoulait jour après jour, hein. Il y avait un système d'horaire, vous aviez un nombre d'habitants limité, hein, et dans le meilleur des cas, vous pouviez finir la partie avec quelques centaines de personnes. Sauf que là, le temps s'écoule beaucoup plus vite. Littéralement, pendant ta partie, tu vas voir s'écouler des années entières. Ce qui fait que la population augmente régulièrement. Et de la même façon, tu vas plus t'occuper d'améliorer ta cité bâtiment par bâtiment. Non, là c'est carrément des constructions par quartier. 2 points importants du jeu, ce sont les recherches et les lois. Ce que pour le premier jeu, je me plaignais qu'une fois dans le mode bac à sable, t'en faisais un peu vite le tour. Ce n'est plus du tout le cas. Rien que pour le scénario principal, hein, il y en a qu'un pour l'instant, mais il est assez long, j'ai pas fait le tour de la moitié de ce qui était proposé. D'autant que tu as des recherches qui peuvent avoir plusieurs variations, qui peuvent être également recherchées pour
faire plaisir aux différentes factions. Et là, on arrive à ce qui va faire le sel d'une partie, les factions. Comme vous avez beaucoup de citoyens, ceux-ci vont se réunir en différents groupes avec des intérêts divergents. Et en fonction de tes actions ou de tes choix, les différents groupes vont te faire plus ou moins confiance. Et c'est là que débarque le principe des lois. Du temps du premier jeu, t'étais un dictateur, tu signais une loi et c'était marre. Et là, t'es obligé de faire voter tout un tas de personnes. Donc tu peux voir une proposition de loi se faire rejeter pendant une session. Mais tu as du coup la possibilité de négocier avec les différents groupes, en leur proposant de faire telle ou telle recherche, ou de promulguer une autre loi qui les intéresse, ou de leur filer un peu d'argent. Et c'est un truc qui m'a bien fait marrer, c'est que tu peux promulguer le 49.3. Une fois que tu l'as débloqué, tu peux littéralement faire passer une loi au forceps. Le contre-coup, c'est qu'après tout le monde te déteste. Ah, et n'espérez pas passer une loi pour faire plaisir à un groupe et l'enlever aussitôt après, hein. Parce qu'ils ont une mémoire, les Gugus, hein, et ils peuvent revenir te demander des comptes. Bref, je vais pas détailler tout le nouveau système de gameplay, parce que ça risque d'être vraiment très long. T'as le système de briser la glace, de devoir gérer entre les districts d'extraction, industriel, alimentaire, résidentiel. Alors perso, je suis moins fan du système des bâtiments uniques, genre l'hôpital, la tour de garde ou plein d'autres, que tu peux pas construire comme tu veux. Il te faut obligatoirement les mettre dans un district qui a de la place pour, ce qui limite d'autant plus le système et que je trouve un peu chiant. On a aussi l'introduction du pétrole et de la vapeur, hein, donc deux nouveaux types de carburant. Vous avez même la possibilité de créer des bâtiments pour transformer le charbon en pétrole. Bref, il y a plein de trucs. Je vais maintenant glisser un peu sur les défauts. Déjà, assurez-vous d'avoir une machine performante. Quand j'ai lancé le jeu pour la première fois et qu'il m'avait mis automatiquement les 3/4 des éléments en très faible, ah ouais, il est vraiment temps que j'améliore mon PC, ça urge. Après, il y a eu un peu de lag et de la ralentissement. Pas énormément et sûrement dû à mon ordi un peu vieillot. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des trucs qui sont pas très bien optimisés. Ce qui sera sûrement corrigé par la suite. Ouais, parce que ça, c'est quand même bien avec le studio, c'est qu'ils font régulièrement des patchs pour améliorer leur jeu. Par contre, et là c'est le point sur lequel je vais gueuler, le mode bac à sable est d'office disponible, mais il n'est plus aussi facile qu'avant. Ouais, alors pour ceux qui disaient que, même en mode facile, le 1 était déjà sacrément dur, avec le 2 c'est pire. Le principal problème étant la nouvelle fonctionnalité du jeu, à savoir la gestion des factions et des lois. Parce que je peux vous garantir que, quand vous essayez juste de maintenir votre ville à flot, et que vous avez systématiquement des gugus qui débarquent pour manifester, pour vous insulter, pour se radicaliser, c'est... Par exemple, imaginez, vous avez construit un bâtiment qui est hyper important pour un certain type de ressources. Sauf que une des factions y est radicalement opposée. Et ben si jamais elle décide de manifester dans le quartier où se trouve ce bâtiment, et ben ils vont le démolir. Sauf que quand tu te casses le cul à essayer de conserver un minimum d'équilibre, et que tu connais pas toutes les subtilités du soft, c'est vite chiant. Parce que pendant que les factions elles se sautent à la gorge, le climat il s'arrange pas, hein. Et c'est là que je vais probablement donner un autre avis négatif. Je pense que l'équilibrage des ressources est pas parfait. Genre pas parfait du tout. Systématiquement, quand un hiver blanc arrive, c'est-à-dire une grosse tempête, ça va automatiquement te vider tous tes combustibles. Et pourtant, j'exploitais toutes les réserves de charbon, de vapeur et de pétrole de la map. J'avais plein de pôles de combustible, tout était rempli au max, une tempête arrive, et bah la moitié de l'hiver blanc, j'avais déjà plus rien, et la moitié de mes civils étaient déjà en train de crever de froid. Donc, revoir l'équilibrage, ce serait pas une mauvaise chose. Pas tellement pour le scénario, lui j'ai trouvé assez simple, mais pour le bac à sable, oui, là il y a clairement besoin. Parce que quand tu mets tout vraiment au minimum de difficulté, et que malgré tout, bah, tu te fais enculer à chaque fois, je suis désolé, mais là c'est mal équilibré. J'ai également eu droit à quelques plantages pendant mes parties, genre l'écran qui frise et les jeux qui répondent plus. Génial, quand en plus t'es frustré par ta progression, ça te donne pas envie de le relancer. Voilà, après, quelques petits soucis de temps à autre, notamment dus à des imprécisions, pendant lesquelles tu dois vraiment fouiner un peu pour savoir ce qu'on attend de toi. Mais en dehors de ça, ça va. Un des trucs qui me faisait le plus peur avec cette suite, c'était l'idée que j'aurais plus de raison de jouer au premier soft, parce que le 2 serait la même chose en mieux. Sauf que, pas du tout. Les gameplays sont tellement différents l'un de l'autre que tu peux très bien continuer à jouer au 2 et avoir une expérience radicalement différente. Donc pour le scénario, je considère que c'est un excellent jeu que je vous recommande chaudement. Par contre pour le bac à sable, je trouve que ça mérite encore quelques ajustements et mises à jour. Alors celui-là,
je l'ai commencé en étant un peu, voire très dubitatif. Et j'ai kiffé. Alors encore une fois, je le précise, hein, moralement, c'est un jeu qui peut mettre mal à l'aise certaines personnes, donc si ça vous dérange, évitez. Comment décrire Ravenous Devils? Eh ben, c'est Sweeney Todd, le jeu vidéo. En gros, vous contrôlez le couple Rhodes qui vient de s'installer en ville. La femme est cuisinière et le mari tailleur. Et vous allez entamer votre petite routine qui vous amène à tuer des clients, concevoir des vêtements et cuisiner les cadavres. Le tout pour alimenter votre double commerce et vous faire un max de thunes. Chaque fin de journée, vous pouvez dépenser vos gains pour améliorer certains éléments de votre baraque, genre améliorer les appareils à chair plus efficaces, améliorer la pousse des légumes, ce genre de choses. Alors le gameplay est assez simpliste, hein, vous allez juste vous servir du clic gauche et de la roulette pour changer d'étage, ça va pas plus loin. Néanmoins, c'est quand même très bien fait, et quand vous arrivez à un moment où il y a plein de clients et que vous devez vous activer au fourneau et à la taille, de vêtements comme de gorge, vous allez sentir un chouïa de stress quand même. Après, j'admets que j'aurais pas été contre un peu plus de possibilités dans le gameplay. Genre, vous pouvez littéralement tuer tous ceux qui viennent prendre leurs mesures, sans que ça ait jamais le moindre impact. Alors on peut supposer dans la partie scénario que c'est le fameux Monsieur J qui éloigne tous les soupçons, mais quand même. Mais après, les flics ont été ajoutés dans le mode infini, ce qui est plus difficile parce que certains ingrédients ne sont plus illimités, et vous réclament donc plus de cadavres. Et on a une jauge de suspicion qui augmente à chaque meurtre commis. Logique. L'inconvénient, c'est que le flic te colle au basque. Mais genre, littéralement. Dès que tu commets un meurtre, t'as intérêt à bazarder le cadavre et à avoir nettoyé, sinon c'est fin de partie. Alors ok, je trouvais bizarre que personne te suspecte jamais, mais enfin bon, de là à jamais te lâcher, il y avait peut-être mieux. Et c'est con, parce que avoir cette pression supplémentaire, bah ça rendait le jeu encore plus sympa. Sinon, dans l'ensemble, vous pouvez finir la campagne en 4 heures grand max. Et pour ce qui est de l'histoire, c'est un peu décevant. D'une part parce que tu sens qu'il y avait la possibilité de faire beaucoup plus de trucs, et que quand arrive la fin, ça se termine un peu en queue de poisson. Alors attention, par contre, là c'est niveau moral que je vous parle. Ravenous Devils, c'est pas comme Masochisia. Masochisia avait vraiment l'intention de vous foutre mal à l'aise. Ravenous Devils, c'est l'idée de jouer un couple de tueurs en série cannibales dans leur quotidien, et d'y prendre du plaisir. Donc, si vous êtes pas fan du délire, je vous le conseille pas. Parce que certaines séquences sont très gore, et l'humour est très noir. Donc si vous êtes sensible, clairement, n'y jouez pas. Pour ma part, j'ai bien aimé ma partie. Il y a des trucs à améliorer, clairement, mais dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment avec. Donc je recommande Ravenous Devils, à un public averti, mais je le recommande quand même. Alors là, si je m'attendais à autant kiffer ce jeu, le principe est simple. Vous incarnez un enfant tout juste né et vous allez le faire grandir. Chaque tour, vous aurez plusieurs actions à faire, dont développer votre carte cérébrale et ainsi améliorer des atouts comme l'intelligence, le physique, le charme, la mémoire, etc. Parallèlement, vous avez des actions faisables pendant les tours avec des points d'action, vous pouvez remplir un planning de trucs à faire à la fin du tour et parallèlement, vous allez vivre votre vie. Du genre avoir des discussions avec vos parents, hein, qui vont avoir des attentes, plus ils seront fiers de vous, plus vous pourrez leur demander des choses, mais il faudra aussi gérer votre santé mentale, parce que si vous ne vous amusez jamais, vous risquez la dépression. Mais en même temps, si vous jouez trop, ça va pas plaire à vos parents. Au fur et à mesure que vous grandissez, vous allez changer de classe, hein, la maternelle, la primaire, le collège, le lycée, chaque période se terminant avec un examen, et tout du long de la partie, vous allez faire des rencontres avec des personnages qui pourront éventuellement vous aiguiller vers un avenir professionnel particulier. Pour l'exemple, j'ai fait plusieurs parties, j'ai pu devenir écrivain de best-seller, enfin, on reconnaît mon talent, producteur de jeux vidéo à succès, réalisateur de cinéma, et j'ai même pas fait la moitié des voix possibles. Donc si vous tenez à platiner tout le jeu pour tout obtenir, je pense que ça va vous prendre un moment. Et il faut aussi savoir qu'il y a quelques éléments scénaristiques, puisqu'à chaque nouvelle partie, chaque période de la vie vous fera rencontrer des PNJ qui pourront devenir vos amis pour la vie, voir si vous gérez correctement des relations amoureuses. Ce qui est pas forcément possible avec tout le monde, hein. Certains sont hétéros, d'autres homos, d'autres bi, et en 4 parties, je n'ai pas eu une seule fois les mêmes camarades. Donc pour le coup, c'était quand même assez varié et original. On peut regretter que les différents adultes qu'on croise soient toujours les mêmes, alors que techniquement je joue plusieurs générations d'une même famille. Et aussi, bon là c'est personnel, j'aurais aimé jouer au-delà des 18 ans.
continuer à vivre et expérimenter la vie d'adulte et plus loin. C'est assez dommage, mais bon, c'est le principe du jeu, tant pis. Donc, Growing Up, je vous le conseille fortement. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil celui-là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, la série des 2 Point a vu le jour avec 2 Point Hospital, qui était une suite spirituelle de Team Hospital, sortie dans les années 90 si je me plante pas, et c'était un très bon jeu que j'avais kiffé. Team Hospital comme 2 Point Hospital, je précise. Et là, ils ont sorti une suite dédiée au campus universitaire. Le système est un peu différent du fait que, cette fois, vous fonctionnez avec un système d'année scolaire, qui commence en septembre pour finir en août, et chaque fin d'année, en fonction des points de scolarité que vous allez débloquer, vous sélectionnez les nouveaux cours que vous voulez mettre en place, ou vous pouvez améliorer ceux que vous avez déjà. En gardant en tête que plus il y aura d'élèves inscrits, plus il y aura de frais universitaires qui vont gonfler votre compte en banque. Oui, l'éducation c'est très bien, hein, mais faut pas que ce soit gratuit non plus. Et je déconne, hein, il y a quelques missions où justement tu as le handicap de ne pas avoir de frais d'inscription, et du coup tu dois trouver des ressources autrement. Vous allez donc devoir, classique, hein, construire des pièces spécifiques pour chaque cours, et autres, cafétéria, salle de repos, foyer étudiant, logement étudiant, etc., etc. Histoire que vos élèves aient de quoi vivre sur le campus. Il faut embaucher des pédagogues, hein, qui sont spécialisés en fonction des matières à enseigner, les assistants qui sont un peu les hommes à tout faire qui vont gérer les bibliothèques, les ventes de repas, etc. Et enfin, les concierges, qui sont là pour le nettoyage, la maintenance, la sécurité, etc. Le tout pour permettre à votre campus d'attirer suffisamment d'élèves, mais aussi et surtout pour permettre à ces derniers de décrocher leur diplôme. Il faudra donc, en plus des cours, leur préparer des bibliothèques, des salles de tutorat, voire certains objets précis dont ils auront besoin pour améliorer leur moyenne. Mais il ne faut pas négliger leur amusement pour autant, puisque plus vous leur donnez les moyens de se divertir, plus leur morale augmentera et mieux ils travailleront. Je suis pas sûr que dans la vie réelle ça marche bien comme ça, mais bon. Vous avez aussi la possibilité de créer des événements, des fêtes, des tournois, ce qui permet de donner un certain rythme de vie à votre école. Après, ça reste un environnement assez loufoque. N'espérez pas avoir un truc ultra serious business, c'est pas le cas. T'as des cours d'archéologie, de magie, de philosophie, de chevalerie, bref, il y a énormément de trucs à faire, et vous avez une dizaine de scénarios de campus que vous allez pouvoir développer, avec l'objectif de décrocher les 3 étoiles à chaque fois. C'est un jeu qui est assez chill, faut l'admettre. Les 2-3 premières années, bon, tu serres un peu les fesses parce que, bah, histoire de pas te retrouver dans le rouge, à force de jongler avec les emprunts bancaires, et après, généralement, tu gagnes assez pour être à l'abri du besoin. Donc je pense que si vous voulez un jeu de gestion à la cool, ça peut être intéressant. Par contre, si vous aimez les trucs bien durs où vous êtes constamment en stress, non, ça va pas être votre kiff. J'ai pas beaucoup de reproches à lui faire, c'est vraiment un très bon jeu. Et éventuellement, je regrette qu'on puisse pas plus accélérer le temps. Même quand il défile au maximum, il faut quand même 20 à 30 minutes, réelles, pour finir une année. Quand un de tes objectifs c'est d'obtenir des diplômés et que tu n'as littéralement plus rien d'autre à faire que d'attendre que ça passe, tu te fais un peu chier quoi. C'est un peu dommage de passer ton temps presque à ne rien faire devant l'écran. En dehors de ça, c'est un très bon jeu. Donc si le genre vous convient, je vous recommande 2 Point Campus. Et je suis assez curieux de voir ce que le prochain épisode pourra donner, vu qu'il sera orienté sur la construction et la gestion de musées. Donc, à voir. Comment vous voulez présenter ce titre sans problème? Alors, je vous préviens, je vais vous livrer les infos un petit peu comme elles arrivent. Donc, vous inquiétez pas si vous comprenez pas tout. Moi non plus, je suis pas sûr d'avoir tout pigé. Killer 7 est un jeu vidéo. Ça, j'en suis à peu près sûr. Alors, pour l'anecdote, il se trouve que je connais le titre depuis sa sortie, en 2005, il me semble, mais je n'ai jamais eu l'occasion de mettre la main dessus. Je connais le trailer quasi par cœur, et pourtant, je n'ai pas pu y tester avant 2024. Alors, à la base, j'avais commencé à jouer sur un émulateur PS2, et je me suis rendu compte que le soft avait eu droit à un remaster dispo sur Steam. Donc, bah, comme il était en promo à moins de 5 €, je l'ai pris, et je le regrette tellement pas. Killer 7 vous fait incarner un tueur à gages, qui a la particularité d'avoir 7 personnalités différentes. Le truc, c'est que changer de personnalité modifie aussi votre corps et vos aptitudes. Par exemple, Kaede peut se trancher les veines pour faire disparaître un obstacle, Kevin peut devenir invisible, Coyote peut crocheter les cadenas et sauter sur des points élevés, Garcian peut récupérer les cadavres de vos personnalités pour les ressusciter, et là on va entrer dans les détails de gameplay. Grosso modo, contrairement aux 3 quarts des jeux, vous ne vous déplacez pas librement avec le joystick gauche.
Vous êtes fixé à un rail, et vous appuyez sur X pour avancer. Et vous appuyez sur cercle pour faire demi-tour. À plusieurs reprises, vous arrivez à des jonctions, des moments où vous pouvez choisir le chemin à emprunter, et sur le chemin, vous allez devoir résoudre quelques petites énigmes. Vient ensuite la partie combat. Régulièrement, vous allez entendre des éclats de rire. Il faut alors appuyer sur R2 pour passer en vision FPS, L2 pour scanner la zone et rendre les ennemis visibles, et après quoi, vous allez pouvoir les mitrailler. Plus vous butez les monstres en visant bien, plus vous récoltez du sang et remplissez des fioles d'énergie, qui servent à vous soigner, mais aussi à utiliser des capacités spéciales. Quant au sang lui-même, vous pouvez le convertir en sérum, qui permet d'améliorer les capacités des différents membres du clan. Alors, petite précision sur ce que je considère comme un des gros points faibles du jeu, c'est la visée. Clairement, entre la version PS2 et la version Steam, le remaster est bien meilleur. Mais c'est le jour et la nuit, quoi. Sur émulateur, pour toucher les points vitaux, je devais systématiquement recourir à Kaede, qui est la seule à disposer d'un viseur sur son arme, tandis que, en passant sur PC, je me débrouillais beaucoup mieux. Ça demande toujours un peu de doigté, mais c'est largement plus faisable. Sauf que certains moments rendent cette perfectibilité pénible. Notamment quand tu as certains ennemis que tu n'arrives pas à repérer à temps. Ça m'est déjà arrivé de tourner en rond en scannant en boucle, et pourtant de me faire attaquer par derrière. Mais j'ai surtout le souvenir du boss qui est I.M.A. Blackburn, qui m'a fait m'arracher les cheveux et que j'ai dû recommencer 5 ou 6 fois avant de la battre. Alors pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle a une barre de vie excessivement longue. Et c'est là que ça se gâte, c'est que même avec la version Steam, il y a souvent eu des moments où tu effleures juste un tout petit peu le joystick et ton réticule de visée se décale d'1 mètre. Si encore le remaster avait ajouté une option pour changer la sensibilité, j'aurais rien dit, mais tel n'étant pas le cas... D'ailleurs, en parlant des boss, c'est vrai que pour certains, si tu connais pas la technique, tu vas avoir beaucoup de mal à les battre. Alors oui, il y en a, c'est évident, hein, d'autres où tu vas avoir des indices pendant ta mission, mais pas toujours. À un moment, je me retrouve face à un boss. J'ai beau tester tous les persos et leurs attaques spéciales, l'ennemi est intouchable. Je vais regarder la soluce. En fait, il faut tirer sur la poutre qui est au-dessus de lui. Et effectivement, quand tu le sais et que tu regardes la poutre, tu fais « Ah oui, il y a bien des fissures dessus, quoi. » Mais il y a rien qui attire ton regard dessus. Et dernier petit défaut, je regrette que les cinématiques en dessin animé n'aient pas bénéficié, elles aussi, d'une amélioration graphique. Ce qui fait qu'elles sont vachement pixelisées, et ça rend le visionnage moins agréable. Pour ce qui est du scénario, il a beau avoir droit à un cadre relativement réaliste. Vous l'avez entendu, mon relativement? Bien, alors vous le surlignez en rouge 3 fois. Parce que malgré plusieurs points d'anticipation plutôt bien pensés et intelligents, une grande part de l'univers est dédiée au délire et au what the fuck. Genre votre plus fidèle acolyte, qui vous explique un tas d'éléments de l'univers. C'est une espèce de mec BDSM en combi latex intégral, avec un bâillon dans la bouche et des paupières cousues. Vous changez de personnalité via une télévision. Vos principaux ennemis sont des espèces de démons ricanants. Vous êtes constamment suivi par des fantômes qui vont vous taper la discute. Mais mon préféré, ça reste le personnage de Suzy. Littéralement, quand vous allez résoudre une énigme, vous allez régulièrement tomber sur la tête coupée d'une adolescente qui va vous tailler une bavette avant de vous remettre un item spécial. Je tiens à vous le dire tout de suite, c'est un univers qui est extrêmement barré et perturbant. Et je vais pas vous le cacher, beaucoup d'éléments me sont encore complètement inexplicables. Je pense que c'est le genre de scénario, si tu essayes de l'analyser, tu vas juste te choper migraine sur migraine. Et en plus, c'est très cryptique sur pas mal de choses. Quoi qu'il en soit, ça a été une de mes expériences parmi les plus fun et les plus marquantes de 2024. Et je vous recommande très fortement de tester Killer 7, en étant évidemment au courant de ses faiblesses et de son scénario résolument what the fuck. Ce jeu, je ne sais plus du tout comment j'ai appris son existence. Mais j'ai été tombé sur un trailer, et j'ai eu un coup de cœur pour le design, pour l'environnement, pour le peu de gameplay montré. Grosso modo, imaginez que c'est Okami, mais version post-apo. Littéralement, l'héroïne est une incarnation de la vie ou de la nature. Chaque pas que vous faites fait pousser de l'herbe et des fleurs. Vous avez un pouvoir d'onde de choc qui ravive la nature. Bref, le jeu est globalement muet. Vous aurez juste un peu de texte pour connaître les intentions de la mère nature pour qui vous travaillez, et littéralement ça consiste en va récupérer les spots d'énergie éparpillés dans le monde. Le gameplay, on a un peu de combat,
pas extraordinaire et assez brouillon et répétitif. J'aurais pas été contre 2 ou 3 mouvements supplémentaires, mais on a relativement peu d'ennemis sur le chemin et c'est pas particulièrement dur. Le vrai cœur du jeu, c'est la plateforme. Ah mais une fois que vous maîtrisez l'héroïne et ses différentes capacités, c'est un véritable plaisir de suivre le parcours. C'est un semi-open world, donc le chemin est globalement tracé, sans possibilité d'atteindre l'objectif de différentes façons, même si techniquement vous pouvez choisir l'ordre des zones que vous souhaitez explorer. Le système de balade est fluide, la course sur les murs est vraiment très cool, puisque vous pouvez courir dans absolument n'importe quel sens. J'ai eu assez peu d'échecs à cause de la maniabilité. L'essentiel des fails, c'était juste moi qui avais mal calculé mon coup, sans compter les premières heures où je maîtrisais pas encore très bien le personnage. Un des principaux reproches que je lui ferais, c'est quand même que le titre demande quand même un peu de ressources. Perso, j'avais tout mis en faible, mais il y avait quand même des passages où ça laguait un brin. Et en général, le lag et la plateforme, ça fait pas bon ménage. Sinon, chaque zone essaye de se montrer inventive, à chaque fois en ajoutant une nouvelle variation de gameplay. Par exemple, pour trouver le réceptacle de la baleine, vous allez avoir des séquences de nage. Logique. Ça. Puis quand vous traquerez celui du requin, vous serez à nouveau sous l'eau, mais ce sera cette fois de la marche sous-marine, ce qui amplifiera la hauteur et la longueur de vos sauts, mais également ralentira vos chutes. La forêt vous fait utiliser des arbres spirituels comme propulseurs, il faudra jouer avec des wagons dans la carrière, etc., etc. Bref, sans aller jusqu'à dire que ça remanie entièrement le gameplay à chaque niveau, le jeu apporte quand même pas mal de variété sur la table. D'ailleurs, c'est un univers de post-apo très métaphorique, qui fait parfois fi du réalisme. Notamment par exemple pour la taille de l'héroïne, qui n'a pas l'air très grande par rapport aux dévoreurs qui, pour ce qu'on en sait, sont des humains maudits, mais même là, tu passes parfois à côté d'éléments qui ont l'air de taille plutôt normale, ou qui au contraire sont beaucoup trop grands, et ce, même pour les dévoreurs. Par contre, une fois que vous avez fini la quête principale, n'espérez pas qu'après le générique de fin, vous allez pouvoir continuer à explorer l'univers pour récupérer le reste des collectibles. Non, non, c'est fini, point. Si vous voulez récupérer tous les collectibles, il faudra tout recommencer depuis le début. Alors, les collectibles, en l'occurrence, ce sont des esprits à libérer, esprits qui se mettent à peupler l'environnement, histoire de le rendre un peu moins mort. Et les souvenirs, qui peuvent vous donner plus ou moins d'infos sur chaque environnement. Après, est-ce que tout débloquer à 100% vous donnera une seconde fin ou une récompense? J'avoue que j'en sais rien et j'en doute. J'ai bien aimé le principe du jardin à la fin. En fait, quand vous avez fini le jeu, vous obtenez une graine spéciale à y planter. C'est une zone où la connexion internet est nécessaire, et vous voyez tous les arbres plantés par tous les joueurs du monde. On peut se demander ce que ça donnera si suffisamment de personnes finissent par y jouer. Conclusion, j'ai beaucoup aimé le soft. J'ai vraiment trouvé le système très intelligent et fun. On peut critiquer le scénario qui est un peu minimaliste, c'est vrai, mais en même temps, c'est plus un prétexte qu'autre chose. Donc pour moi, c'est une très bonne découverte, et si vous ne l'avez pas testé, eh bien je vous y encourage fortement. Si on m'avait dit qu'un jeu vieux de plus de 20 ans allait devenir ma meilleure expérience vidéoludique de 2024, je l'aurais sûrement pas cru. J'avais joué franc jeu avec vous. Eternal Darkness, comme Killer 7, c'est une tentation qui me tourmente depuis 20 ans. Je déconne zéro, hein. Le jeu est sorti en 2002, et il fait partie des classiques de rétro que je n'ai jamais pu tester. Parce qu'il est uniquement sorti sur GameCube, et que je n'ai jamais eu de GameCube. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai accès à des émulateurs, et donc je me suis longtemps tâté pour le tester. Et pourquoi j'ai hésité aussi longtemps? Eh ben parce que les jeux sur lesquels tu bavais étant gosse, et qui se révèlent au final être de grosses déceptions, je commence à avoir un peu l'habitude. Oui, Akuji, c'est à toi que je pense. L'histoire est celle d'Alexandra Roivas, en l'an 2000, qui au fil de l'exploration du manoir de son grand-père assassiné, va découvrir plusieurs artefacts mystiques, et notamment des pages d'un carnet maudit, racontant l'histoire de différents individus. Et chaque page découverte vous fera incarner le personnage en question à son époque. Un centurion romain, une danseuse cambodgienne, un serviteur de Charlemagne, un guerrier perse, et la plupart des personnages auront tous une particularité ou une aptitude spécifique. Par exemple, l'archéologue peut nettoyer les toiles d'araignée pour découvrir les objets cachés derrière, le photographe peut utiliser son flash pour stunner les monstres, en fonction de l'époque, vos armes vont énormément évoluer, et au fil de l'intrigue, vous allez apprendre à user de la magie, qui passe par tout un système de runes, ce qui va vous demander un peu de temps pour être maîtrisé. Je vais pas vous mentir, j'ai dû fouiller un peu sur internet pour comprendre en fait comment ça fonctionnait. Mais une fois que vous avez bien pigé le système, eh ben ça fonctionne très bien.
Sinon, vous l'aurez deviné, s'il y a des armes, c'est qu'il y a du combat, dont la mécanique est assez bien foutue, puisque vous pourrez verrouiller certaines parties du corps de votre adversaire, à savoir la tête, les bras et le torse. Ce qui est plus que pratique pour neutraliser certains ennemis. Par exemple pour les zombies, il est de bon ton de commencer par les bras, puisqu'une fois complètement manchots, ils peuvent plus vous attaquer. Ouais, parce que seulement les décapiter, ça suffit pas. Le souci, c'est qu'il est complètement impossible de bloquer ou d'esquiver. Ce qui est particulièrement dommageable quand vous vous faites harceler de tous les côtés. J'ai souvenir d'une fois où j'étais bloqué à l'entrée d'une pièce avec tout un groupe d'ennemis. Impossible d'attaquer. En fait, je me prenais des coups. Il y avait la santé physique et la santé mentale qui baissaient en boucle. Je ne pouvais plus rien faire. Et oui, non seulement vous avez une jauge de santé physique classique, mais également une jauge de santé mentale. Car le jeu s'inscrit dans une ambiance très Lovecraftienne, même s'il s'inspire pas directement du mythe de Cthulhu. En gros, chaque fois que votre personnage est confronté à des ennemis surnaturels, vous perdez de l'équilibre psychique. Et plus votre santé mentale baisse, plus ça a des conséquences sur le visuel du jeu. L'angle de la caméra va se débuler, vous allez avoir des hallucinations, mais aussi ça impacte votre santé physique. Donc vous avez tout intérêt à achever tous vos ennemis une fois qu'ils sont à terre, histoire de regagner un peu de santé mentale. Car tant que vous n'aurez pas débloqué le sort pour soigner votre mental, ce sera le seul moyen de pas sombrer dans la folie. Alors sinon, pour ce qui est des défauts, je suis pas giga fan des caméras avec des angles précalculés, qui parfois vous empêchent de voir ce qu'il y a devant vous, même si, contrairement à certains survival de l'époque, votre survie ne dépend pas de ces caméras. Je regrette aussi l'inventaire pas mal fouillis, à partir du moment où vous avez trop d'objets dedans, quoi. Genre par exemple, vous voulez changer d'arme, vous devez mettre sur pause, et fouiller dans votre inventaire pour récupérer ce qui vous intéresse. Alors pour le coup, une roue d'inventaire aurait pas été de refus. Oui, je suis le premier à dire que les roues d'inventaire, ça casse le rythme, et je le maintiens, mais c'est toujours mieux que de faire sans arrêt des allers-retours dans le menu. Ah, et je préviens tous ceux qui voudraient tester, sauvegardez régulièrement. Si vous n'avez pas ce réflexe, et que par malheur, vous finissez par crever après plusieurs heures de jeu, comme moi, vous êtes bon pour tout recommencer depuis le début. Ouais, les sauvegardes auto, ça courait pas les rues à l'époque. Le vrai gros problème pour moi, c'est que vous ne pouvez pas passer les cinématiques. Et quand tu arrives sur certains passages qui sont extrêmement dur, genre le combat contre le gardien noir, et là tous ceux qui savent de quoi je parle sont en train de grincer des dents, un boss que pour savoir comment le battre, il faut nécessairement connaître la solution. Tellement la deuxième phase te demande à être précis. Mais ça, combiné au fait que quand tu meurs, tu repars à la dernière sauvegarde, donc tu te retapes la cinématique, assez longue, que tu es incapable de passer. Et un point que je trouvais assez pénible, c'est dans les 2 derniers chapitres, où tu vas devoir te farcir l'activation d'une dizaine de mécanismes, et chaque fois ça te téléporte, et tu dois revenir à ton point de départ. Alors déjà la première fois c'était chiant, mais quand tu dois le faire une seconde fois en te farcissant une tonne de pièges en prime, comment dire que c'est un peu relou. Il faut savoir aussi que le jeu a, entre guillemets, 3 fins. Et c'est pas vrai, je le dis tout de suite. En gros, au premier chapitre du jeu, vous allez avoir le choix entre 3 artefacts, un rouge, un bleu et un vert, dont la couleur va définir la rune principale, à laquelle sont affiliés les boss. J'ai pas testé outre mesure, mais ça a l'air d'être le seul et unique changement. Par contre, si vous finissez le jeu 3 fois, en ayant testé chaque couleur, vous pouvez débloquer le mode éternel, qui vous permet de jouer en étant invincible, avec santé mentale, magie et munitions illimitées. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Si encore tu étais juste invulnérable, ça aurait pu te permettre de tester toutes les variations de la folie. Parce que t'as énormément de visions assez différentes qui sont causées par ça. T'en as eu certains, ça pouvait potentiellement ressembler à des bugs, genre mon perso qui commence à s'enfoncer dans le sol, ou qui se fait trancher en deux quand il tente de soigner, avant de te rendre compte que, en fait, tu n'as jamais quitté la salle d'avant, et que c'était juste une hallucination. Ah, ok, d'accord, je me suis fait prendre au piège à plusieurs reprises, je vous cache pas. Donc bref, c'est un excellent jeu, et j'ai adoré mon expérience, malgré quelques faiblesses, il faut bien l'avouer. Conclusion, si vous n'avez jamais joué à Eternal Darkness Sanity's Requiem, je ne peux que vous inviter très fortement à le découvrir parce que c'est une véritable pépite. Et voilà, on en a fini avec mes meilleures découvertes vidéoludiques de 2024. Bon, vous connaissez la suite, La semaine prochaine sortiront les tops et les flops de mes différentes lectures de l'année. J'espère que cette vidéo vous a plu, joyeuse bonne année, et à bientôt à bord de l'Universalis. Je ne teste pas uniquement les jeux sortis en l'année, mais des... Ah! Et je vais commencer direct à changer de fringue parce que je crève de chaud. Un extrait de quoi? Eh bien, de la vie du...
certains détournages et des répétitions. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec certains titres, donc si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, temps au bout duquel la ville est nucléarisée, histoire de se débarrasser de toi, l'une. Merde. Mais en même temps, t'avais des avantages. Mais en même temps, t'avais des... Qui c'est qui m'appelle, là? Eh, je peux pas répondre, là, ça... Oui, bah non, hein, moi je réponds pas. Tu veux m'appeler, tu m'appelles sur le fixe, hein, va te faire foutre. J'en étais où? En pleine occupation du Nadma. Je pense qu'on peut facilement assimiler le... Avec plus ou moins, ou juste de votre possession d'un objet dans votre inventaire. Choix de dialogue ou d'action. Pour vous faciliter. Pour vous faciliter une situation. Et c'est là toute la simplicité. Ce qui est d'autant plus pénible avec les très nombreuses allées. Ce qui est d'autant plus pénible avec les très nombreux. D'accord. Et pour anecdote, j'ai beau être un habitué du mode facile. Putain, mais c'est qui m'appelle encore là? Mais ni que toi, en fait, je veux pas te répondre. Sélectionnez sa remplaçante. Sélectionnez ça. Le vent, Ah, putain. La force, l'endurance. Des cases de différentes armes pour martyrer les Élysées. Merde. Ou... qui se révélera de plus en plus réalisé. Qui se révélera... J'espère que le nez bouché, ça va pas trop s'entendre. Genre, vous pouvez littéralement tuer tous ceux qui viennent prendre... Non. Alors, ok, je trouvais... Vous pouvez remplir un planning de tueur... En gardant en tête que plus il y aura d'élèves inscrits, plus il y aura de frais universitaires qui vont gonfler votre coût. Construire des pièces spécifiques pour chaque sac. Construire des pièces spécifiques pour construire des pièces... Par contre, si vous aimez les trucs vraiment durs où vous allez être constamment en stress, non, là ça va pas être votre kiff. Non, là ça va pas être votre kiff. Qui servent à vous soigner, mais aussi à utiliser des capacités spéciales. Et ton réticule de visée se décale d'un clé. Les cinématiques en dessin animé n'est pas bénéficié d'une amélioration graphique. Parce que malgré plusieurs points dans ces pièces, puisque vous pouvez courir dans absolument n'importe quoi. Mais ce sera cette fois de la marche sous-marine. Mais ce sera certain. D'ailleurs, c'est un univers de pasta. De paste, oui, bien sûr. Copy and paste, oui. Va découvrir plusieurs artefacts mystiques et notamment. Va découvrir plusieurs artefacts mystiques. Putain. Et la plupart des personnages. En fonction de l'Ozar. En fonction de vos armes. Oui, bien sûr. Mais une fois que vous avez bien pigé le système. Mais c'est toujours mieux que de faire sans aller. Un boss que, pour le battre, il faut nécessairement connaître la sécurité. En te farcissant une tonne de pioches. Oui. Dont la couleur va définir. Tout à fait, Mowgli. J'ai pas testé outre mesure, mais mise à part. Mowgli, arrête.